Grands entretiens du Plumeau, une émission hors série dans laquelle de grands témoins posent leur voix sur l'actualité. Amis auditeurs, bienvenue sur Le Plumeau. Nous apprenions voici quelques jours la mort de Roger Scruton, écrivain et philosophe britannique parmi les plus connus et les plus débattus de notre temps. Il était l'auteur d'une œuvre singulière, par son ampleur et par son éclectisme, ayant abordé des thèmes aussi divers que la politique, la religion, la musique, l'architecture, la sexualité, la chasse, le vin, l'écologie, et j'en passe. Tout cela sous la forme d'une cinquantaine d'essais, de romans et même d'opéras. Autant d'ouvrages habités par un même souci, la beauté du monde, sa quête et sa préservation. Autant de réflexions inscrites dans une tradition intellectuelle revendiquée, vieille de 2 siècles en Angleterre, celle du conservatisme. La traduction en français des écrits de Scruton, voici quelques années, ainsi que la publication concomitante de plusieurs autres livres, ont réveillé chez nous l'intérêt pour ce courant de pensée, longtemps ignoré ou mal aimé dans notre débat public national. Conservateur, voilà un mot qui commence bien mal, disait Thierry Monnier. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui reçus par une figure intellectuelle qui a porté cette bannière bien avant d'autres, Chantal Delsol. Bonjour madame. Bonjour. Alors madame Delsol, vous êtes philosophe, romancière, éditorialiste. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez enseigné dans plusieurs universités. Vous avez dirigé l'Observatoire de la modernité au Collège des Bernardins. Vos travaux portent beaucoup sur l'histoire des idées politiques, notamment sur la démocratie libérale et ses défis. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais savoir ce que vous inspire la disparition de Roger Scruton, et plus que sa disparition, ce que vous inspire l'œuvre qu'il nous laisse. Bah écoutez, Roger Scruton était un ami et je suis restée en contact en fait avec lui jusqu'au dernier moment. J'ai même été surprise parce que 8 jours avant, il m'avait envoyé un message très optimiste sur sa santé. On voyait très bien que la chimio énorme qu'il avait subie lui avait pris sa chevelure de lion, mais pas son moral. Et, au fond, c'était presque surprenant, alors que c'est vrai qu'il était très malade. Et je pense que son dernier article, au fond, nous l'avons écrit ensemble, puisqu'il m'a envoyé un texte pour un livre collectif que je dirige et qui va sortir dans un mois, que je co-dirige avec Julio Deligio, sur la démocratie, et il n'avait pas pu complètement finir son texte ou le corriger, et c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis assez ému de penser que son dernier article, au fond, a été fait conjointement, et il va paraître dans un mois. Alors Roger Scruton, c'était surtout un ami, et j'ai même pas lu toute son œuvre, bon parce que c'est une œuvre énorme, elle est en majeure partie en anglais. Je pense que c'est vraiment une figure très importante de la pensée conservatrice qui est en train de renaître en Europe. Donc c'est important d'en parler et je vous remercie d'en parler. Mais je vous en prie. Alors vous le disiez, Roger Scruton a passé sa vie à défendre et illustrer le conservatisme. Quelle définition personnelle donneriez-vous à cette notion de conservatisme ? S'agit-il d'un mode de pensée plutôt que d'une idéologie ? Quels seraient ses grands principes et peut-être ses auteurs de référence ? Alors, je pense que pour définir le conservatisme, il faut d'abord vraiment le séparer d'autres choses qui lui ressemblent. C'est le côté réactionnaire. Un réactionnaire, c'est quelque chose de très différent. C'est quelqu'un qui veut revenir à avant. Le conservateur, c'est pas du tout ça. C'est pas quelqu'un qui se complaît dans c'était mieux avant. Non, le conservateur, c'est quelqu'un qui pense que tout a des limites. Mais tout, c'est-à-dire même les plus belles choses. La liberté a des limites. C'est une belle chose, la liberté. La liberté a des limites. Vous savez, Montaigne disait, même la vertu a des limites. Même la vertu. Et le conservateur, pour moi, c'est ça, le conservateur. C'est quelqu'un qui pense que tout a des limites, qui pense que ces limites, elles ne sont pas dogmatiques, elles ne sont pas figées. Il faut en discuter sans cesse. Il faut sans cesse se demander où sont les limites de la PMA, de la liberté, de l'immigration, etc., de la liberté de circuler, de vendre, etc. Se poser les questions des limites. C'est ça, un conservateur. Et dans la vision de Scruton, cette position conservatrice devait beaucoup à l'expérience anglaise et à ses traits distinctifs, notamment la common law, qui est un régime juridique fondé sur la sédimentation des expériences plutôt que sur de grandes abstractions. A l'inverse, dans son Histoire intellectuelle des droites en France, François Huguenin a parlé de conservatisme impossible dans notre pays en raison des fractures de la Révolution, en raison de clivages apparemment insurmontables entre libéraux et réactionnaires. De votre côté, est-ce que vous pensez qu'un authentique conservatisme français soit possible ? C'est vrai que le conservatisme
conservatisme est d'abord anglais. Vous savez, tout ce qui est politique nous vient d'Angleterre. Hein. Il ne faut pas rêver. Les Anglais sont vraiment les maîtres pour ça, aussi bien pour le côté constitutionnel et démocratique. Au départ, enfin, la Grande Charte, c'est quand même chez eux en 1215. Hein. C'est très ancien. Alors, il y a aussi les villes italiennes, mais l'Angleterre en tant que nation est vraiment la nation, par définition, qui à mon avis, qui est le modèle politique de l'Europe. Donc c'est normal que ça vienne de là. Hein. En ce qui concerne le conservatisme français, bon, évidemment, la pensée conservatrice est très mal vue en France parce que nous sommes le pays... Enfin, la France, c'est pas seulement la fille aînée de l'Église, c'est la fille aînée de la Révolution en même temps. Hein. Donc, c'est le pays de gauche par excellence, hein, le pays socialiste par excellence. Un de mes amis dit que les Français ne se sont jamais remis de ne pas avoir réussi à instaurer le communisme en France en 1947. Et c'est pas faux, hein, c'est pas complètement faux. Donc, c'est un pays tout à fait à gauche. Et par ailleurs, nous avons maintenant un conservatisme en France, mais notre problème, pour revenir à la définition que je vous donnais tout à l'heure, c'est que comme les réactionnaires sont des gens carrément considérés comme maléfiques et même diaboliques, ils ne peuvent pas se dire. Et donc, ils se cachent dans les rangs des conservateurs. Et donc, en France, les conservateurs sont entièrement truffés de réactionnaires. Ce qui, évidemment, leur confère une image bizarre. Hein. Et à mon avis, c'est le gros problème. Alors, vous évoquiez l'école réactionnaire. On a souvent écrit que de votre côté, vous étiez plutôt une libérale conservatrice, c'est-à-dire une conservatrice attachée à l'économie de marché et aux grands principes du libéralisme politique. Or, dans le Figaro du 16 janvier, on pouvait lire ceci sous votre plume, je me permets de vous citer. La droite était libérale au temps du socialisme, parce que le socialisme défendait, ou du moins protégeait, le totalitarisme. Être conservateur, c'était sauvegarder la liberté humaine essentielle. La droite et les libéraux naviguaient donc sur la même barque, face à un adversaire commun oppressif. La situation a changé avec la chute du mur et le développement du mondialisme. Aujourd'hui, la droite conservatrice est illibérale. Est-ce que vous pourriez développer pour nous ce diagnostic sur ce que vous observez ? Illibéral, ça ne veut pas dire, en l'occurrence, d'ailleurs c'est un nouveau mot, donc c'est pratique, ça ne veut pas dire on est contre la liberté. Ça veut dire tout simplement, comme tous les conservateurs disent toujours, on voudrait des limites à la liberté. Cessez de croire que la liberté est sans limite, parce qu'en fait actuellement ce qui se passe, c'est la liberté de circuler est sans limite, la liberté d'immigration est sans limite, il n'y a qu'à voir Merkel, la liberté technique de techniciser les corps est sans limite, etc., liberté de comportement. Donc ça veut dire simplement, mettons des limites à la liberté. Mais pour m'exprimer mieux, je prends un exemple, une phrase bien française, qui vient d'ailleurs de la France, que les enfants apprennent quasiment en maternelle, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Bon, eh bien, les conservateurs illibéraux pensent que c'est pas vrai. Ma liberté ne va pas jusqu'au moment où celle de l'autre va m'arrêter, parce que sinon, c'est la jungle. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est moi qui mets un frein à ma propre liberté, parce que j'ai des responsabilités qui, au fond, luttent contre ma liberté. Et je décide par moi-même, parce que je suis un humain, responsable, d'arrêter ma liberté à certains moments. C'est pas l'autre, c'est pas juste, je vais pas enfoncer mon couteau dans le beurre, vous comprenez? Et c'est là le conservatisme dit illibéral, c'est ce que pense Orban. Hein. Et dit voilà, ma liberté, elle s'arrête avec ma propre responsabilité. Au fond, c'est ça, le fond de l'affaire, c'est ça, à mon avis. Et justement, puisque vous évoquez Viktor Orban, donc vous connaissez très bien l'Europe centrale et orientale, que vous inspire la situation politique actuelle en Pologne et en Hongrie? Diriez-vous que les gouvernements qui dirigent ces pays sont des gouvernements conservateurs? Ce sont des gouvernements conservateurs, illibéraux. Le problème, ce dont à mon avis on ne parle pas assez ou dont on parle presque jamais, c'est qu'il y a là une question de culture ou peut-être plutôt que de culture, de civilisation. Et souvent, ces gouvernements illibéraux sont des gens qui ne sont pas éduqués. Alors, il y a plein de causes à ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense qu'Orban réussit assez bien. D'abord, il a un pays qui est clairement de droite. L'Autriche, c'est un pays de droite. C'est un pays conservateur dans les tréfonds. Hein. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir par le nazisme à un moment. Parce que, vous savez, parfois, la pente, elle était glissante. Hein. Donc, Orban, il sait très bien où il va. Il a conceptualisé son affaire. C'est un homme intelligent. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher longtemps, parce qu'il se sent un peu seul au monde. Hein. Il est assez pessimiste en ce moment. Mais le problème de la Pologne... c'est que le gouvernement polonais, le gouvernant en chef, Premier ministre, est un primitif.
C'est un type pas éduqué, qui dit un peu n'importe quoi, il faut bien le dire. Or, la Pologne est un pays aristocratique, où la vieille aristocratie polonaise est très importante. Et si vous voulez, dans une démocratie, l'aristocratie, quand elle existe, par exemple, il n'y a pas d'aristocratie en Tchéquie, mais en Pologne, il y en a une. L'aristocratie, quand elle existe, elle dit, bon, nous, on veut bien la démocratie, mais à condition quand même de ne pas nous obliger à obéir à des crétins. Et là, c'est le cas. Donc, ça veut dire que l'aristocratie polonaise, dans sa presque totalité, est contre le gouvernement pour des raisons de civilité, pas pour des raisons d'idées. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, un autre concept pour lequel la civilité est souvent mobilisée comme force antagoniste, contradictoire, c'est celui de populisme. En 2015, vous avez publié un ouvrage intitulé « Populisme, les demeurés de l'histoire », dans lequel vous vous appliquez à approfondir ce concept qui est trop souvent relégué au rang d'une simple injure. On peut souvent percevoir une forme de tension entre le conservatisme classique, avec l'importance qu'il accorde aux corps intermédiaires, aux communautés naturelles, à la subsidiarité qui vous est chère, et certains aspects de la dynamique populiste, avec ses tendances égalitaires, avec son aspiration à une forme de verticalité unitaire qui serait assurée par l'État. Que pensez-vous de ces apparentes contradictions? Est-ce qu'elles sont insurmontables ou est-ce qu'une synthèse est possible entre populisme et conservatisme? Le populisme, c'est du conservatisme qui n'ose pas se dire. Alors, le problème, c'est que le problème du populisme, c'est cette question de la civilisation, justement. Finalement, comme ce sont les peuples aujourd'hui qui sont conservateurs, ce sont des personnes issues du peuple et voilà, directement issues du peuple qui prennent le pouvoir. Et évidemment, il y a ce problème de civilité. Mais sinon, le populisme, ce n'est rien d'autre en ce moment. C'est dans le créneau actuel que du conservatisme. Ça me paraît tout à fait évident. Simplement, il n'est pas conceptualisé, il n'est pas expliqué, il s'exprime n'importe comment. Alors, quand évidemment du conservatisme passe par Trump, pauvres conservateurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi? Être représenté par un type comme ça, c'est vrai que c'est pas génial. Mais pour rester sur l'exemple de Trump, est-ce que ce qui fait que Trump n'est pas un conservateur, ça n'est vraiment qu'une affaire de style, ou c'est aussi une affaire de conception du pouvoir? Alors peut-être que justement il y a un manque de concept ou de conceptualisation de son côté, mais quand on voit l'exercice du pouvoir de Trump, il est travaillé par des tendances qui ne sont pas nécessairement, je dirais, celles des libres associations à l'américaine dont parlait Tocqueville. Il est sur une démarche très... alors, ses adversaires diraient autocratique, en tout cas de pouvoir personnel et de confiance dans la volonté politique venue d'en haut. Voilà. Est-ce que Trump n'est pas un conservateur simplement parce qu'il ne parle pas comme un conservateur ou parce que ses idées ne sont pas celles d'un conservateur? Je pense qu'au fond, ses idées sont celles d'un conservateur. Simplement, c'est un conservateur qui voit les choses d'un point de vue imbécile, non conceptuel et même imbécile, donc autocratique, parce que ça vient vite. Mais je pense que c'est un petit peu la faute de nous autres, les conservateurs, parce que les élites conservatrices que nous sommes ont eu peur de la gauche pendant trop longtemps, n'ont pas osé s'affirmer, n'ont pas osé dire nous sommes des conservateurs. On jouait un petit peu le jeu de la gauche pour être bien avec tout le monde, et finalement, ceux qui ont récupéré ces idées conservatrices, ce sont des gens issus du peuple, pas des gens pas dégrossis, et qui au fond maintenant nous font du tort à nos idées. Je pense que c'est un peu de notre faute. Si on regarde l'histoire des 50 ans passés, c'est ça. Seulement, évidemment, c'est très compliqué. Alors, mes amis conservateurs américains, ceux qui représentent le conservatisme américain, comme des gens comme par exemple Dan Mahoney, actuellement, qui est l'un des chefs de file des conservateurs américains, me dit, quand je le vois, je lui dis, ça vous gêne pas de continuer à voter Trump, à soutenir Trump? Et il me répond, mais ça m'est égal, je suis anti-Trump. Mais moi, je vous avoue que, étant française et donc plus attachée que mon ami Dan Mahoney aux manières, à la manière de manger, de se tenir, de s'habiller, etc., ça me gênerait franchement de défendre Trump. Si Trump était français, je ne sais pas ce que je ferais, mais je serais vraiment embêtée, quoi. Ce serait un exercice délicat. Ce serait assez délicat, ouais, parce que franchement... et vous savez, j'ai retrouvé dans l'histoire grecque des textes là-dessus, comme quoi la manière de se tenir marque est importante dans une démocratie. Dernière question pour terminer, Madame Delsol. Je souhaiterais vous interroger sur une notion qui paraît parfois un peu oxymorique, celle du conservatisme de gauche. C'est une idée qui se balade dans la presse ces dernières années.
On cite des noms d'intellectuels du moment, alors je pense notamment à Jean-Claude Michéa, je pense aussi à des figures médiatiques comme Natacha Polony, qui je crois a revendiqué à plusieurs reprises cette étiquette de conservatrice de gauche. Est-ce que la notion même de conservatisme de gauche vous paraît possible, ou est-ce qu'elle est une contradiction dans les termes ? Je pense que ça provient essentiellement de ce que vous citez là, oui, du fait que c'est honteux de se dire de droite quand on est un intellectuel. Alain Finkielkraut dit qu'il est de gauche. Alors vous voyez, il est vraiment beaucoup plus à droite que moi, hein, beaucoup plus conservateur que moi. Je dirais même que c'est un réactionnaire au fond. Hein. Il est un réactionnaire. Donc actuellement en France, encore maintenant, se dire de droite, c'est tellement nul, quoi. Donc on n'a pas le courage. Donc même quand on est conservateur, on se dit de gauche. Alors il y a aussi le fait que la plupart des gens, beaucoup d'intellectuels, bon, pas le cas de Natacha Polony qui est trop jeune pour ça, mais c'est le cas de Michéa, sont d'anciens marxistes. La plupart des gens de mon âge sont d'anciens marxistes. Moi je suis un peu seul au monde dans mon genre, avec Philippe Benetton, 2 ou 3. Donc ces gens qui au fond se sont convertis, n'ont pas osé le dire, n'ont même pas osé en général se l'avouer à eux-mêmes. Hein. Et donc ils continuent à dire qu'ils sont de gauche parce qu'ils l'ont toujours été, mais au fond, c'est du bricolage. Alors, les seuls conservateurs de gauche qui existent, c'est des gens comme Mélenchon. C'est une autre forme de conservatisme. Ce sont des gens qui veulent conserver les anciennes structures. Vous voyez, donc c'est tout à fait autre chose. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Delsol, de nous avoir reçus. Et merci pour ces éclairages passionnants. Merci à vous. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens du Plumeau.